13h, madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information à la une de l'actualité de ce samedi 8 janvier. Santé Covid-19, l'Afrique qui passe le cap des 10 millions de contaminations. Le variant Omicron découvert en Afrique du Sud y est pour beaucoup l'Algérie, justement, qui enregistre 47 nouveaux cas d'Omicron. En Éthiopie, Abiy Ahmed, le Premier ministre, appelle à l'apaisement, au dialogue et à la réconciliation nationale pour sortir le pays de la crise politique. Et nous allons nous intéresser à l'économie en Palestine. La Palestine qui enregistre des chiffres encourageants en 2021. Elle espère la même tendance pour cette nouvelle année. Sport football, 24 heures nous séparent du début de la Coupe d'Afrique des Nations. La sélection algérienne est attendue ce soir en terre camerounaise. Et nous allons ouvrir notre édition par de la santé. Plus de 700 experts et professionnels du secteur se donnent rendez-vous à partir d'aujourd'hui au Centre international des conférences à Alger pour un séminaire national qui a pour objectif la modernisation du système de santé, un système qui sera en mesure de satisfaire la demande de la population conformément aux normes internationales. Et santé Covid-19, à présent, 47 nouveaux cas du variant Omicron ont été détectés en Algérie, annoncé vendredi l'Institut Pasteur d'Algérie, ce qui porte le total des cas confirmés de ce variant au nombre de 63. La plupart des cas ayant été détectés dans la wilaya d'Alger avec 29 cas. Et l'Afrique qui a franchi la barre symbolique des 10 millions de cas positifs confirmés de Covid-19. Le continent africain a connu ces derniers jours des niveaux de contamination inédits depuis le début de la pandémie, atteignant son record de cas détectés entre le 29 décembre et le 4 janvier. Le variant Omicron découvert en Afrique du Sud y est pour beaucoup. Sohila Kilal. La vague du Covid qui a envahi le monde n'a pas épargné le continent africain qui a franchi la barre symbolique des 10 millions de cas positifs. Au total, pas moins de 10 6 799 cas de Covid-19 ont été officiellement recensés en Afrique depuis le début de la pandémie selon un comptage des bilans officiels. Ces derniers jours, au moins 311 508 contaminations ont été enregistrées en Afrique, soit une moyenne de 44 500 contaminations par jour. La découverte des premiers cas du variant Omicron en Afrique du Sud et au Botswana, fin novembre dernier, a marqué le début de la 4e vague dans le continent. L'Afrique du Sud étant le pays le plus touché, avec 3 504 554 cas au 6 janvier. Cependant, le pays semble avoir dépassé le pic de cette 4e vague avec une baisse de 65% des cas enregistrés par rapport à la mi-décembre 2021. Quant au taux de mortalité, les autorités sud-africaines ont annoncé une augmentation marginale des décès avec une moyenne de 89 décès par jour, contre 578 décès quotidiens en moyenne entre le 8 et le 14 janvier 2021. La Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burundi, le Mozambique et la Zambie ont battu ces derniers jours le record de cas détectés en une semaine depuis le début de la pandémie. Et nous restons sur le continent africain, direction l'Éthiopie, en plein conflit interne. Le pays célébrait le Noël orthodoxe qui coïncide avec le 8 janvier. À cette occasion et lors d'une allocution annuelle, Abiy Ahmed, le Premier ministre, s'est exprimé appelant à l'apaisement, au dialogue et à la réconciliation nationale pour sortir le pays d'une crise politique qui ne dit toujours pas son nom. Mohamed Abin Abolkan. Les Éthiopiens se préparent à célébrer Noël ce samedi 8 janvier. Mais avec le conflit dans la région du Tigré, des milliers d'Éthiopiens n'ont pas le cœur à la fête. Dans son message annuel à la nation, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à une réconciliation nationale. Un message qui tombe à point nommé alors que le conflit au Tigré a pris un tournant décisif. Les rebelles qui avaient avancé ces derniers mois dans les régions voisines de l'Amara et de l'Afar et qui affirmaient n'être qu'à quelques kilomètres de la capitale Addis Abeba
ont annoncé il y a quelques semaines s'être repliés au Tigré. Pourtant, jusqu'ici, le TPLF refusait toujours de se retirer de ces deux régions, comme le réclamait le gouvernement éthiopien pour pouvoir débuter des négociations. Il y a 3 semaines, les troupes gouvernementales éthiopiennes ont repris la Libella, qui abrite 11 églises anciennes taillées dans la roche, chassant les forces du Front populaire de libération du Tigré, qui contrôlait la ville depuis août dernier. Depuis plus d'1 an que le conflit perdure, des milliers de personnes sont mortes et plus de 2 millions de déplacés selon l'ONU, qui a d'ailleurs donné son feu vert pour enquêter sur les exactions commises dans le pays. Et en vue d'entamer un dialogue national inclusif, le gouvernement éthiopien a accordé l'amnistie à plusieurs prisonniers, dont Jawar Mohamed ou encore Skandar Nega. Le parti de ce dernier a célébré cette libération en postant une photo de lui devant la prison dans laquelle il était incarcéré. Selon Addis Abeba, l'objectif est d'ouvrir la voie à une solution durable aux problèmes de l'Éthiopie de manière pacifique et non violente. Et la CEDEAO tiendra demain au Ghana une réunion extraordinaire consacrée au Mali. La communauté économique examinera le chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel soumis par Bamako. 5 ans sont demandés par les autorités maliennes, chose que rejette la CEDEAO. La réunion sera-t-elle porteuse ou acculera-t-elle ce pays déjà miné par la crise économique? Élément de réponse avec Leila Gertal. La réunion du 9 janvier est d'autant plus importante qu'elle porte en elle la sortie de crise ou le blocage. Les chefs d'État de la CEDEAO doivent statuer sur le calendrier proposé par les autorités de la transition malienne, conformément au chronogramme établi lors des assises de refondation malienne. Les autorités maliennes souhaitent une durée de 5 ans pour bien mener la transition. La proposition choque la CEDEAO qui menace d'embargo en plus des restrictions de voyager déjà imposées aux membres du gouvernement de la transition. La CEDEAO, pour sa part, n'a eu de cesse de répéter que la transition doit prendre fin le 27 février 2022 par l'organisation d'élections. Ceci en rappelant bien sûr que les normes de transition se situent en général autour de 2 ans maximum, ce qui explique toute la difficulté à laquelle sont confrontés les deux parties. Les autorités maliennes d'une part, qui estiment la durée insuffisante, et la CEDEAO qui exclut le simple fait d'y penser. La réunion de demain au Ghana est très cruciale pour l'avenir du Mali. La CEDEAO va-t-elle jouer la carte du compromis et du consensus positif ou durcira-t-elle le ton en mettant à exécution ces menaces d'embargo économique, au risque d'étouffer bien sûr toute une population malienne? Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, l'ancien président nigérian Jonathan Goodluck, a signifié à la veille de la réunion qu'une durée de 5 ans est, je cite, inacceptable. Ce qui annonce déjà la couleur. Allons-nous vers un bras de fer qui risque de décrédibiliser la CEDEAO et de diaboliser les autorités de transition? Une situation qui n'est pas des plus enviables attend les deux parties qui devraient privilégier l'intérêt des pays de la sous-région et résoudre ces crises qui ne se résolvent pas toujours par des impositions de sanctions. Au Mali, toujours à peine partis, aussitôt remplacés. Après le départ des soldats français de la base de Tombouctou, des militaires russes viennent de les remplacer. C'est le porte-parole de l'armée malienne qui, jeudi, a fait état de ce mouvement hautement symbolique. Il a indiqué qu'ils étaient sur place pour entraîner les forces armées maliennes. Les 3 humanitaires travaillant pour l'organisation internationale Concern Worldwide ont été enlevés vendredi par des hommes armés dans l'est de la République démocratique du Congo, où opèrent une centaine de groupes armés. L'ONG, dont la mission est de se consacrer à la réduction de la souffrance et à l'élimination de l'extrême pauvreté dans les pays les plus pauvres du monde, s'est refusée à tout commentaire pour se consacrer à la gestion d'un grave incident sécuritaire, a-t-elle précisé. Reportée à plusieurs reprises par le gouvernement en raison de la pandémie Covid-19, la campagne des élections locales au Sénégal débutera ce week-end. Les candidats
auront 2 semaines pour convaincre le corps électoral. Ces élections premières depuis la réélection de Macky Sall seront surtout l'occasion pour le président et ses principaux alliés de prouver leur hégémonie. Pour l'opposition, ce scrutin est aussi un test pour prouver leur capacité à fédérer autour de leur programme. Tinhinan Makassi. Les élections locales du 23 janvier prochain sont un enjeu majeur dans le paysage politique sénégalais, en particulier pour le président Macky Sall qui arrive à mi-mandat et n'a pas encore montré ses ambitions pour les présidentielles de 2024. Le premier depuis la réélection de Macky Sall en 2019. Il est situé à mi-chemin de son deuxième mandat, qui prendra normalement fin en 2024. Mais bon, on ne sait pas encore si ce sera le dernier, parce que depuis lors, Macky Sall ne dit rien. Mais il fera figure de premier grand test avant la présidentielle. L'enjeu est national. Et pour cause, toutes les alliances historiques et les partis politiques au Sénégal ont les yeux rivés vers 2024 et veulent montrer leur hégémonie sur l'opinion publique. L'opposition comme le pouvoir a en ligne de mire 2024. Parce qu'ils se disent que plus ils ont de chances de gagner, ça leur permet de dire donc, que le pouvoir va changer donc, de camp. Bien que l'enjeu soit national, les coalitions ne perdent pas de vue l'importance de prendre la capitale Dakar. D'ailleurs, plusieurs candidats sont en lice dans cette ville qui compte plus de 4 millions d'habitants. Bon, les locales sont souvent une affaire de cité. Voilà, c'est une affaire de cité pour moi. Et cette affaire de cité est d'abord une cuisine interne au sein des partis et des coalitions. Ça permet à beaucoup de se positionner. Mais ce scrutin aussi va laisser la part belle aux ambitions personnelles et aux luttes incertaines, ce qui va fragiliser certaines coalitions. En attendant le jour J, la tension risque d'être à son comble dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, plusieurs émeutes ont déjà éclaté à la veille du début de la campagne pour ce scrutin. Et en Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC fête ses 110 ans. Le groupe a été fondé le 8 janvier 1912 par plusieurs notables noirs qui s'inquiétaient de la ségrégation et souhaitaient lutter pacifiquement contre les discriminations raciales. Nelson Mandela est devenu l'une des icônes de lutte contre l'apartheid. Lui qui était membre de ce parti en 1994, l'ANC fait son entrée au pouvoir avec une majorité aux élections municipales et ensuite l'élection de Nelson Mandela en tant que chef d'État. 4 policiers ont été tués vendredi lors d'une embuscade dans une région côtière du Kenya voisine de la Somalie, régulièrement ciblée par les rebelles Shebab. L'attaque a eu lieu dans le comté de Lamu, à environ 420 km de la capitale Nairobi, où le gouvernement avait déployé des forces de sécurité et déclaré un couvre-feu après le meurtre de 7 civils dans 2 attaques en début de semaine. Ancien ambassadeur à Ankara, spécialiste du Moyen-Orient, David Satterfield est le nouveau émissaire américain pour la Corne de l'Afrique. Il prendra ses fonctions dans les prochains jours, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken dans un communiqué jeudi. Il remplace Jeffrey Feltman qui quitte ses fonctions sur fond d'impasse dans le conflit éthiopien et la crise soudanaise. Direction la Palestine à présent, après avoir fièrement relevé la tête en 2021 en enregistrant un taux de croissance supérieur à 6%, l'économie palestinienne veut croire à une année 2022 dans le même registre. Plus de détails avec Kherdin Batash. La fatalité des chiffres avancés par la Banque mondiale au sujet de la croissance économique de la Palestine en 2022 semble s'évanouir devant des signaux plus prometteurs annoncés cette semaine par le Premier ministre Mohamed Ishtaï, laissant entrevoir l'avenir proche sous un jour meilleur, et ce malgré tous les moyens militaires et logistiques déployés par l'occupant sioniste afin d'anéantir tout espoir de décollage économique en Palestine. En 2022, l'économie palestinienne devrait donc connaître un taux de croissance estimé à 3,2% au niveau du revenu national brut et de 4,2% ce qui concerne le revenu national disponible.
Des indicateurs qui devraient également permettre à la consommation de progresser de 2% d'année en année. Pourtant, au deuxième trimestre 2020, le PIB s'était contracté de 18% car les investissements, exportations et importations ont considérablement diminué. Mais le peuple palestinien a du répondant et parvient contre vents et marées à relancer son économie en à peine 12 mois. Selon le chef du gouvernement, l'économie palestinienne a enregistré une croissance de 6,7% en 2020 avec un taux de 5,4% durant les 6 premiers mois de l'année, en dépit du poids et de l'impact des 280 nouvelles colonies sionistes implantées en Cisjordanie. Une embellie qui ne s'étend malheureusement pas à la bande de Gaza où l'insoutenable blocus imposé par l'occupant sioniste continue d'annihiler toute tentative de démarrage économique, notamment dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture et du bâtiment, vis-à-vis d'une population qui lutte par le travail afin d'affirmer son enracinement à sa terre, sous le silence complice de la communauté internationale. Selon des chiffres officiels, le taux de chômage s'établissait à 45% au mois de novembre dernier. Et le taux de pauvreté de la population ne cesse de grimper pour atteindre 59%. À noter qu'en 2020, le gouvernement palestinien a refusé de recevoir les recettes fiscales que l'entité sioniste perçoit en son nom sur le commerce international palestinien, en réponse aux menaces d'annexion de larges pans de terre palestinienne en Cisjordanie, et ce au milieu de la pire crise sanitaire que le monde moderne ait connue. Une mesure qui avait privé l'autorité nationale palestinienne de 68% de ses recettes fiscales pendant la moitié de l'année. Et le calme est revenu au Kazakhstan, même si la tension reste palpable. Depuis le début de l'année, le pays fait face sur son territoire à une fronde de grande ampleur déclenchée par une hausse du prix du gaz et qui a conduit à une violente répression. Après 2 jours de violence, la capitale Almaty avait des allures de ville fantôme. La plupart des banques, supermarchés et restaurants restant fermés, tandis que des blindés de la police patrouillaient les rues, toujours jonchées de carcasses de véhicules calcinés. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé pour le lancement de la présidence française du Conseil de l'Union européenne vendredi. Occasion pour lui de faire le point aux côtés d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Il a été aussi question de la situation au Kazakhstan, jugée très préoccupante malgré le retour au calme ces dernières heures. Ursula von der Leyen qui annonce suivre l'évolution de la situation au Kazakhstan. De son côté, Emmanuel Macron s'est penché sur le conflit russo-ukrainien et malgré le désaccord entre l'Union européenne et la Russie, le président français ne s'en cache pas quant au rôle important joué par la Russie en matière de sécurité en Europe. Je suis la situation au Kazakhstan avec grande inquiétude. Les droits et la sécurité des citoyens sont primordiaux et doivent être garantis. Et j'appelle à la fin de la violence et à la retenue. L'Union européenne est prête à apporter son aide là où elle peut. Je pense que l'Union européenne doit dialoguer avec la Russie. Dialoguer, ça n'est pas concéder. Dialoguer, c'est pouvoir d'abord faire le point sur nos désaccords, mais essayer de construire l'avenir. Nous avons des sanctions qui existent en raison de la crise ukrainienne et de l'invasion de 2014. Elles sont maintenues, mais nous avons besoin d'un dialogue avec la Russie qui, de par la géographie et l'histoire, est un acteur incontournable pour cette architecture de sécurité européenne que nous devons bâtir. Et le président Joe Biden a nommé le commandant des unités les plus aguerries de l'armée américaine, le général Michael Kurilla, à la tête des opérations américaines au Moyen-Orient. Annoncé vendredi le Pentagone, une nomination qui doit être confirmée par le Sénat. Le général Kurilla succédera au général des Marines, Kenneth McKenzie, à la tête du commandement central de l'armée américaine qui supervise les opérations militaires en Irak, en Syrie, en Afghanistan ou encore au Yémen. Et sport, football, plus que 24 heures avant le coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec un premier match prévu demain dans la soirée à 17h entre le pays hôte, le Cameroun et le Burkina Faso.
Au pays du football et des lions indomptables, c'est toute une nation qui attend l'arrivée de la sélection algérienne qui sera à pied d'œuvre et prendra ses quartiers dès ce soir. Et de la culture à présent, pour finir, et le variant Omicron toujours qui casse la cadence des grands événements culturels des États-Unis. Les Grammy Awards et les Sundance n'ont pas été à l'abri des incertitudes qui entourent le variant Omicron. Amira Becha. Aux États-Unis, le taux de transmission élevé du variant Omicron a imposé à l'Académie des Grammy Awards de reporter la prochaine cérémonie. Les organisateurs considèrent le maintien de la date prévue pour le 31 janvier à Los Angeles trop risqué. Aucune nouvelle n'a été annoncée par l'Académie du disque qui a organisé les Grammy Awards. Le festival du film de Sundance a été aussi touché par la foudre du nouveau variant. Le Sundance, considéré de par le monde comme le rendez-vous incontournable du cinéma indépendant, fondé par Robert Redford, le festival reçoit 82 longs métrages en provenance du monde entier. Les organisateurs ont maintenu la date prévue le 20 janvier, mais en optant pour une formule 100% virtuelle, et ce, pendant 10 jours. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo présentée par Amal Amzien Zitouni. Prochain rendez-vous de l'actualité en langue française, 19h, présenté par Fatma Mani. Excellente suite des programmes sur Al24 News.